tout le monde. Alors des traumatismes parentaux, des familles exilées, des partenariats culturels. Waouh, que de joyeuseté. Cette semaine, on vous embarque, enfin Anaïs nous embarque dans son travail d'éducatrice de jeunes enfants en centre d'hébergement d'urgence. Et ça commence tout de suite. J'attends qu'elle se connecte et on y va. Go, on va répondre à toutes ces questions. Coucou, ben la voilà qui arrive. Bonsoir à tous. N'hésitez pas en attendant à nous dire si vous... Salut Sorane, salut Aurore. Coucou Sandrine. On refait, on retente. Hop, je réaccepte. Ça y est, ça marche. Ça y est. Bonjour. Bonjour Anaïs, la jonction est faite, ça y est. Ça va? Ouais, ça va et toi? Bienvenue. Je vais juste monter le son. Je vois que j'ai pas mis le son très fort. Vous me dites si vous m'entendez. Ah voilà, c'est bon. C'est bon? Tu m'entends? Ouais. Tout le monde m'entend? C'est bon dans le chat? Bonsoir. Comment vas-tu? Et ben écoute, ça va. En fait, je suis en congé parental, donc je profite. Oui, félicitations. Félicitations. Bon repos. C'est ça. Repos. Enfin, repos. Non. C'est relatif. Hein. T'as ça ou pas? Comment? T'as pas accouché? Si, t'as accouché. Si, j'ai accouché en janvier. Ah oui, non. Donc c'est pas tout. Ouais, c'est terminé. Là, c'était. Bien écoute, aujourd'hui, je suis ravie que tu aies accepté de faire cela en double. Moi, Que... je ne m'entends pas trop, ça grésille un peu. Ouais, je m'entends en double et ça, effectivement, je m'entends. Et de votre côté aussi, vous entendez ça ou pas? Est-ce que tu as mis des écouteurs? Ça fait quelque chose? Non. Attendez. Là, je remets le son. Dans le chat, vous entendez comment? Vous entendez que ça grésille ou ça? Ah, ça grésille aussi. Ok. Et que quand je parle. Ah, 1, 2, 1, 2. Ah, c'est mieux? Ah non. Bon, c'est chiant. Ça va passer. Je ne sais pas. Du coup, ça vient de monter. Vas-y, parle. Je pense que ça vient des deux. Tu m'entends bien? Continue. Tu m'entends bien? Ah. Non, tu m'entends pas? Ah, c'est un peu de mon côté. Ah. Attends, attendez. Et là, c'est bon? C'est mieux? Bah là, ça fait un gros bug, on te Non, voyait même plus, t'étais... oui, oui, c'est normal. Ah. Je vais prendre mes écouteurs. Ils ne sont pas là. Alors, vous savez ce qu'on va faire? Comme ça grésille. Pendant que je vais chercher mes écouteurs, tu vas me raconter comment on va se balader dans la maison. Vous allez découvrir. Tu vas me raconter pourquoi tu as choisi d'être éducatrice de jeunes enfants. Dis-moi, pourquoi ça? Quelle est cette idée saugrenue? Euh, alors du coup, moi de base, je ne voulais pas être éducatrice de jeunes enfants, je voulais travailler dans le droit de la famille. D'accord. Donc j'ai fait un an et demi de droit et quand il a fallu prouver qu'un enfant non né n'était pas légalement, n'existait pas, j'ai pas réussi. Donc je suis partie et ça m'a un petit peu aidé à savoir ce que je voulais faire plus tard. Donc je me suis dit que je voulais travailler forcément avec les enfants et mais aussi du coup le côté social. Et c'est pour ça que j'ai choisi éducatrice de jeunes enfants plutôt que directrice de LSH ou autre chose dans l'animation. Le social, c'était vraiment un côté qui m'intéressait. Et notamment pouvoir travailler dans le type de structure dans lequel je travaille actuellement parce que c'est beaucoup plus large du point de vue des compétences sociales que dans d'autres branches de l'EJE. Bon, bah, c'est parfait. C'était il y a longtemps, ça? Bah,
j'ai eu mon diplôme en juin 2021 et j'ai été embauchée en juin 2021 là-bas. Donc depuis, je suis là-bas. Et du coup, est-ce que tu as pensé de la formation GE comme ça, finalement? Alors, du coup, moi, j'ai fait ma formation à Nancy, à l'IRTS de Nancy. Ils étaient très à l'écoute, honnêtement. Enfin, je m'attendais pas à ça. C'est vraiment une formation où il y avait beaucoup de pratiques, on était beaucoup écoutés, il y avait beaucoup de temps de parole, de temps d'échange, de temps d'introspection aussi. Des choses qu'il n'y a pas forcément dans d'autres formations. On se demande comment on se sent, comment on a vécu dans notre vie aussi, comment on a vécu notre enfance, comment on voit la parentalité, mais même de façon assez intime des fois. Ça peut être un peu déroutant dans un premier Oui. temps, je pense. Hein. Surtout la première année, parce que la première année, on vous demande, bah voilà, quelles sont vos valeurs, mais comment vous avez grandi vous, quel était votre cercle parental et tout ça. Et c'est vrai que on s'attend pas forcément à ce genre de questions quand on arrive dans une école, parce qu'on est censé rester sur le côté professionnel, en tout cas c'est ce qu'on imagine. Mais en fait, on se rend vite compte que si on veut être une éducatrice de jeunes enfants qui fait son travail en respectant les besoins des autres personnes, on a besoin d'abord de se concentrer sur soi et sur ce qu'on a vécu pour pouvoir ensuite pouvoir se concentrer sur les autres et comprendre nos réactions aussi. Parce que on a tous des émotions, on a tous des réactions. Et si on ne les prend pas en compte, si on n'arrive pas à les intégrer, on ne peut pas renvoyer quelque chose de positif et de bienveillant aux autres personnes. On va s'énerver, on va se mettre des fois dans des situations un peu compliquées, de gêne, de manque de connaissances, alors que les connaissances, on les a. Mais si on est dans l'émotion, on ne pourra pas accompagner les personnes, selon moi en tout cas. Hein. Si on est trop dans l'émotion et pas assez dans le travail, en fait, on va trop sentir les choses. Selon moi, là, vous me dites là si c'est mieux au niveau du son. Ouais, j'ai encore le grésillement. Nous, ça va. Bien. En tout cas, Ah, c'est moi, bon? ça va. Hein. Ok. Mm. C'est pas grave pour moi, là. C'est vrai que ça remue énormément. Il y a eu beaucoup d'abandon aussi en formation de JE la plupart du temps Mm. à cause de ça. Donc, c'est vrai que. Puis, ils nous préviennent aussi quand on arrive en formation. Est-ce que, est-ce que vous êtes vous êtes conforme? Comment dire ça? Vous êtes conforme. Est-ce que vous avez déjà réfléchi à vos valeurs éducatives, à vos valeurs parentales, etc. Et ça remue tellement, comme tu dis, il y a beaucoup de chamboulements. Et moi, je me rappelle comment ça s'appelait la formatrice de celle qui suivait dans les GAP, les groupes d'analyse des pratiques. Elle était psychanalyste. Alors, elle allait nous faire creuser, laisse tomber. C'était la grosse remise en question. Vous êtes sûr, vous entendez bien? Ça a l'air d'aller, hein, d'après les commentaires. C'est mieux? Vous êtes sûr, hein? Parce que moi, je m'entends vraiment en double, donc il y a eu une petite mise à jour hier, donc je ne sais pas. Bon, tant mieux. C'est que dans ma tête, dans mes oreilles, que ça parle double, donc je vais me concentrer et focaliser, pas sur ce que moi je dis, mais sur ce que tu dis. Ça va être sympa. Quels sont du coup, en formation, les stages qui t'ont le plus marqué? Parce que c'est vrai que t'as commencé à parler de ça, de cette remise en question. T'as eu des moments où t'as voulu abandonner, ou il y a peut-être des stages où c'était plus compliqué, ça t'a marqué, ou... Alors honnêtement, dans chaque stage, il y a eu des moments compliqués. Enfin, après, je ne sais pas si tout le monde le vit comme ça, mais moi, il y a toujours un moment dans un stage où je me suis dit, mais mince, est-ce que je suis vraiment à ma place? Et c'est une question que je me suis vraiment posée souvent parce que, bah, oui, il y a des moments compliqués. Et en fait, même dans la vie professionnelle, il faut s'y préparer. Et c'est vrai que la formation, elle nous y prépare bien parce que bah, on voit des nouvelles choses, on voit des nouvelles manières de faire. On arrive sur le terrain, on n'entend pas forcément les mêmes choses que ce qu'on entend à l'école pendant 3 mois. Donc pendant 3 mois, c'est pur et dur Mm. des cours, de la bienveillance. Et puis on arrive face à des professionnels qui n'ont pas forcément la même formation, qui n'ont pas forcément les mêmes valeurs éducatives non plus. Et ça peut faire bloc, mais il faut apprendre à faire avec aussi. Ça fait partie du travail social aussi et de tous les emplois d'ailleurs. Mais jamais au point d'arrêter par contre. Mm. Jamais au point d'abandonner. C'est des grosses remises en question à chaque fois. C'est bon, un petit peu des larmes, ça passe après, hein, ça passe vite. Ouais. Et puis, pouvoir parler aussi, pouvoir communiquer avec, bah, que ce soit la référente de stage, la référente de GAP, les directrices de
formation, en général, c'est comme ça qu'on se dit, ah bah ok, c'est légitime. Il y a des moments difficiles, mais en fait, ça fait partie du parcours et c'est normal. Ouais, exactement. Et on s'attend pas forcément à vivre tout ça, à ressentir tout ça. Et c'est vrai que, ouais, même en deuxième, en troisième année, plus le travail, la remise en question, les cours, ce qu'on voit en stage. Ouais. Et quand le stage se passe plus ou moins bien aussi, t'as toujours des moments, ouais, où tu pleures vachement. Où heureusement, on est dans des groupes où on a normalement des espaces de parole où on peut vraiment échanger là-dessus. Et, euh, et moi, ce que j'avais aimé dans ma formation, c'était cette pluralité, cette diversité de professionnels, enfin, qui venaient de, tu vois, il y avait autant des personnes qui venaient à peine d'avoir le bac et qui avaient réussi les concours que des nanas de 40 ans, mères de famille en reconversion, etc. Ou des personnes qui exerçaient déjà, qui avaient enfin réussi à avoir le concours et qui rentraient en formation, parce qu'à l'époque, c'était sur concours. Et il y avait des petits clans, mais les groupes étaient, enfin, moi, je trouvais ça toujours très riche. C'était très intéressant. J'avais adoré la formation. Bah, Mais vous inquiétez pas, la VAE, c'est bien aussi. nous, pour le coup, on avait une promo qui était très homogène. On avait beaucoup de jeunes sortantes de bac, donc c'est vrai que j'ai pas D'accord. trop eu ce ressenti-là. On avait une maman, mais qui est partie en cours de route. Et non, deux mamans, dont une qui était restée jusqu'à la fin. Mais c'est vrai que c'était assez homogène. C'était beaucoup des jeunes, il n'y avait pas trop de personnes en reconversion. Donc c'est vrai que je l'ai peut-être moins ressenti par rapport à ça. Mais en tout cas, c'était très contenant du point de vue des émotions, du point de vue de ce qu'on traverse. J'ai eu mon stage de dernière année en centre maternel et parental. Ouais. Donc, là, du point de vue des émotions, ça remue beaucoup. Hein. c'est Bah, c'est aussi ce qui a fait mon emploi actuel parce que c'est là que j'ai vu que c'était un public qui m'intéressait particulièrement. Mais, euh, mais c'est vraiment difficile. On se retrouve avec des jeunes mamans. Enfin, on se dit, moi en tout cas, c'est ce que je me disais. J'avais 24 ans. Les mamans, elles en avaient parfois 16, 17. Et je me disais, mais quelle richesse, enfin, quelle force elles ont d'avoir un bébé, d'avancer avec leur bébé. Alors oui, bah, il y a des difficultés pour peu qu'il y ait en plus des problématiques un peu particulières, d'addiction, de violence, ou même juste des remises en question, parce qu'il y avait du judiciaire, mais il y avait aussi de l'accompagnement administratif. Donc il y avait des jeunes filles qui décidaient d'être là parce qu'elles ressentaient le besoin d'être soutenues. Et pour autant, elles n'en avaient pas forcément les particularités, les spécificités qu'on attend en général en centre parental. C'est vrai qu'en centre parental, on s'attend voilà, tout de suite à des problématiques lourdes et tout ça, mais des fois non. En fait, des fois, c'est juste des personnes mineures non accompagnées qui sont trop jeunes. Et du coup, elles sont obligées d'être en structure parce qu'elles sont encore mineures. Et pour autant, il n'y a pas forcément de problématiques de spécificité particulière. Bon, mis à part la minorité et le fait d'être non accompagné, mais c'est des spécificités qui sont beaucoup moins lourdes que ce à quoi on s'attend et dans le quotidien qui s'accompagnent beaucoup plus facilement. C'est plus facile d'accompagner, en tout cas pour moi, une jeune femme de 17 ans qui n'a pas de papier que une jeune femme qui va, peu importe l'âge d'ailleurs, qui va avoir des problématiques de toxicomanie, de grandes difficultés par rapport à des violences conjugales qui ne sont pas forcément régulées, pour lesquelles c'est très difficile encore pour la personne, la personne soit de se rendre compte qu'elle est dans une tourmente de violence conjugale, soit de se dire j'y retourne pas alors que c'est un schéma qui est déjà très ancré pour certaines personnes. C'est une personne avec qui on a des enfants, donc forcément la tâche est différente. On se dit oui, mais pour les enfants, ok, d'accord, c'est violent, mais est-ce que pour les enfants, il y a certaines personnes qui se demandent c'est pas mieux de rester avec le conjoint pour ça? Alors non, c'est vrai que quand on est de l'extérieur, forcément on crie non, on a envie de hurler non, c'est pas mieux, les enfants ils souffrent et tout ça, certes, mais la personne dans sa situation et avec ses spécificités, c'est très difficile à le faire entendre et c'est pas à nous de le faire entendre en fait. C'est là que je trouve que le point de vue vieux, il est hyper important parce que, et de tout travailleur social dans ce type de milieu, c'est qu'en fait, c'est pas à nous de faire entendre aux gens. C'est à nous d'accompagner les personnes dans leur souffrance, de les accompagner dans leur quotidien, de leur donner ce qu'on peut leur donner. Mais c'est elles qui vont construire les outils parce que sinon, ça ne durera pas dans le temps. On ne peut pas aider une personne en lui disant non, voilà, tu coupes les ponts, viens, moi je bloque sur le téléphone et tu arrêtes. C'est pas comme ça que ça fonctionne parce que les relations humaines, ça marche pas comme ça.
et qu'une personne, elle risque justement de retomber dans un schéma et de pas du tout comprendre pourquoi on a fait ça et pourquoi, malgré le fait qu'on souhaitait l'aider, on peut mettre encore plus les personnes en difficulté. C'est pour ça que c'est important de faire super attention. Enfin, dans le quotidien, j'ai vu une personne, du coup, malheureusement, elle n'a pas gardé son enfant près d'elle parce que c'était trop difficile. Il y a eu le placement à la fin de l'accompagnement. Et c'est d'ailleurs un super échec. Hein. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui ont déjà travaillé en centre parental dans celles qui nous regardent, mais en tout cas, moi, à chaque fois qu'il y avait un placement, je le voyais comme un échec. Je le ressentais comme un échec. Même si ce n'est pas forcément le cas, c'est en tant que professionnel, ça peut arriver de le ressentir comme ça. En tout cas, moi, ça m'est arrivé pour cette femme-là parce qu'on voyait qu'elle se battait, elle donnait tout et même en donnant tout, c'était pas suffisant par rapport aux besoins de sa petite, qui était trop petite. Elle avait 13 mois. Elle avait trop de besoins par rapport à ce que pouvait lui apporter sa maman. Et c'est horrible à dire, mais des fois, c'est des choses qui arrivent. Ouais, je comprends. Je suis désolée, je pars un peu dans tous les sens, hein, mais n'hésite pas à me recentrer hein, si Oui, oui, je... on va repartir. Ben là, déjà, je vais reprendre un peu le chat sur ce qui s'est dit depuis qu'on a démarré, si j'arrive à le faire glisser. Parce que j'avais vu passer une phrase. Bonjour, salut. Ouais, ta, 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 ta. Généralement, ça c'était les écouteurs, effectivement. Bonsoir. Ah oui, il a fait chaussette, c'est moi. Nous dit, le sujet tombe à pic. Futur diplômé, j'ai postulé dans un CHU. Je vais donc boire vos paroles. Eh bien, à la tienne. Fais chaussette. J'adore ton pseudo. C'est bon, vous m'entendez bien, hein. J'ai toujours ce doute, hein. Vous m'entendez bien, c'est bon? Oui, oui. Ok. Moi, Très bien. Alors du coup, on va partir là-dessus parce que du coup, là maintenant, tu es dans un centre d'hébergement d'urgence. tout à fait. C'est ça. Tu y es depuis quand? Pourquoi tu es parti là-dedans? C'est sur c'est de la protection de l'enfance? De la famille? Non? Non, non. Nous, C'est on quoi? est dans en fait, c'est de l'hébergement. Ok. Donc, c'est par rapport... C'est de enfin, l'aide sociale. pas côté enfance, voilà. C'est plutôt côté aide sociale. Aide Ok. sociale à l'hébergement. Ok. Et du coup, pourquoi tu es parti sur ce type de structure-là? Toi, t'es jamais allé vers des EAJE classiques, pas de crèche et tout ça? À part en stage obligatoire, non. Oui. Mais j'avais fait un entretien en crèche pour voir. J'ai pas du tout aimé, mais après, voilà, chacun. Et puis, c'était peut-être pas la crèche qu'il fallait. Voilà. Bon. Chacun a ses besoins. C'était une crèche de 60 enfants avec 10 plans de change comme ça, les alignés les uns les autres. Enfin, c'était pas du tout mon truc. Oui, oui, t'as pris la grosse structure en plus, donc c'est pas, c'est Ça pas va. GTL. J'ai postulé quand même, j'ai essayé. Je me suis dit pourquoi pas. Et puis non. Ensuite, j'ai été faire la visite en CHU et je me suis dit que c'était là que je voulais travailler. Et du Donc, coup, c'est quoi ce lieu-là? Explique-nous. donc c'est un centre d'hébergement d'urgence qui fonctionne un peu plus comme un centre d'hébergement et de réinsertion sociale. C'est-à-dire qu'on va accueillir les familles dans l'urgence par rapport au SIAO, donc le service d'accueil et d'orientation du 93, du coup, parce que je travaille à Aubervilliers. Donc le service d'accueil et d'orientation, il nous envoie les demandes. Non, ce n'est pas des demandes, parce qu'on fait de l'accueil inconditionnel. Donc nous, on accueille des personnes sans aucune restriction. C'est-à-dire que les personnes n'ont pas de papier. La plupart n'ont pas de papier. En fait, c'est une des spécificités des centres d'hébergement d'urgence, c'est qu'on est les seuls à accueillir sans aucun papier. C'est-à-dire pas de titre de séjour, rien. Souvent, c'est soit des personnes exilées qui sont primo-arrivantes, soit des personnes qui sont restées en errance pendant un moment. Et là, ça peut être parfois plus difficile à accompagner parce que c'est des personnes qui ont déjà plus d'environnement social depuis un long moment. C'est des personnes, tu dis exilées ou dans l'errance, c'est un rapport, c'est pas des personnes qui sont sans abri ou autre. Enfin, je veux dire, si, mais ouais, mais qu'est-ce que tu veux dire par exilé? Alors, exilées, ça veut dire qu'elles viennent d'un autre pays. C'est ce que Voilà, c'est ça. les gens appellent des personnes migrantes, mais j'ai pas trop ce terme. D'accord. Il est un petit peu dégradant. Ok. Donc, je préfère dire des personnes en exil parce que quand nous, on part aux États-Unis, on dit pas qu'on est migrant. Donc, Ok. je pense que dans l'autre sens, ça marche aussi. D'accord. J'entends, ouais. Donc voilà, donc ça va être des personnes. Donc on a pas mal de personnes venant d'Afrique, de pays qui sont francophones en fait, qui parlent français. Donc on va avoir des personnes qui viennent du Congo. Ouais. On va avoir des personnes qui viennent du Maghreb. On va avoir aussi des personnes qui viennent d'Asie du Sud.
Et en fait, c'est en fonction, l'exil, c'est pas fait au même moment. Donc, ça va être dans des périodes clés, soit quand les personnes deviennent adultes, soit quand les personnes deviennent veuves. Donc, par exemple, on a des personnes qui sont âgées. Ça, c'est pas facile à accompagner pour moi. Je vais faire une VAES parce qu'il manque des compétences. Parce que là, elles sont exilées et elles sont en deuil. Enfin, elles sont veuves, c'est ça? Oui, c'est ça. Elles sont veuves. Du coup, elles ont plus elles ont plus l'appui du mari ou de la famille pour venir à leurs besoins et elles sont obligées de partir. Ou alors, pire, et souvent, malheureusement, c'est pire, c'est de gros conflits familiaux. Enfin, parfois, c'est déjà arrivé en tout cas, ça c'était en centre parental, une jeune fille très très jeune qui en fait était portée par la famille de son père comme responsable de la mort de son père. Parce que quand ils sont arrivés en France ensemble, le papa est décédé. Ok. Et du coup, elle ne pouvait absolument pas retourner dans son pays d'origine puisque en fait, elle était en danger de mort en fait. D'accord, ok. Donc, ou des personnes qui sont au Congo, ça peut être des personnes qui politiquement sont contre le régime et pour lesquelles du coup c'est très très difficile de rester parce que c'est des brimades, c'est des violences policières, enfin c'est un climat de violence extrême. Ouais. Et malheureusement, dans ces climats-là, étant donné que le terme de guerre ou de guerre civile n'est pas employé parce que le pays n'est pas en guerre, et ben c'est très difficile d'obtenir une régularisation. Donc, c'est des personnes qui vont être pendant des années et des années sans régularisation et du coup complètement hors du monde en fait. Donc on est en tant que professionnel de centre d'hébergement d'urgence, on est dans ce cas-là le seul lien social qu'ils peuvent avoir avec le monde à ce moment-là. Parce qu'il leur est interdit d'accéder à plein de choses étant donné qu'ils ne sont pas régularisés. Et donc c'est à nous de faire en sorte qu'ils restent un peu dans le lien social, notamment quand c'est des familles avec enfants. Parce que nous, du coup, c'est sous forme de modulaire. Donc, c'est des modulaires avec 4 chambres. Et soit c'est des grandes compositions familiales, soit des familles monoparentales avec un enfant, soit des personnes seules. C'est vous qui vous déplacez ou c'est les familles qui viennent? En fait, on est sur place. Ok. Il y a les modulaires directement, on est sur un terrain et c'est super pratique parce qu'en fait, du coup, on est. C'est quoi un modulaire, pardon, concrètement, ce que tu veux dire par... C'est un mobil-home. Ouais, c'est ça. C'est un mobil-home qui... Ok. Je sais pas trop comment c'est construit, mais Ouais. une espèce de petite maisonnette. Et soit les personnes, si elles sont en famille, donc avec plusieurs enfants et un couple, ou plusieurs enfants et une personne seule, c'est un module complet de 4 chambres pour une personne, donc une petite maisonnette en fait. Et sinon, c'est partagé. C'est-à-dire qu'il va y avoir une chambre par famille. Ça peut être une femme et un enfant, ou une femme seule, ou un homme seul. Mais là, en l'occurrence, on n'a plus d'hommes seuls actuellement. Et qui partagent du coup leur petite maison avec 3 autres familles et ils ont la kitchenette partagée. Ok. Et ces familles-là, enfin, toutes les familles mobil-home, conteneurs aménagés, ok. Comment, enfin, là, c'est dans 93, c'est ça? Oui. À quel moment et qui c'est qui coordonne ça et qui vous dit, là, il y a telle famille à prendre en charge? Alors en fait, le service d'accueil et d'orientation, donc le SIAO, ils référencent toutes les structures et toutes les places disponibles. C'est-à-dire que quand on a une personne qui s'en va, nous, on doit envoyer un mail au SIAO en disant voilà, on a telle famille qui est partie, on a 2 places qui sont libérées. Et du coup, en fait, ça se fait d'office puisque nous, on note sur le site du SIAO, donc c'est une plateforme en fait globale. On note telle personne avec son nom, son prénom, sa date de naissance. Elle est référencée dans le fichier du moment où elle est dans une structure. Et ensuite, nous, on dit, voilà, on l'a déplacée, soit on l'a envoyée dans une autre structure parce que c'était plus adapté, soit elle est partie en logement autonome, elle a trouvé un logement. Et ça permet du coup de faire le turnover de place en fait. Et du coup, oui, excuse-moi. Parce que du coup, ils y restent combien de temps à ce moment-là? C'est tant que les démarches administratives sont pas terminées ou enfin, est-ce qu'il y a vraiment il y a une durée max ou enfin non? Après, il y a certains centres d'hébergement d'urgence qui fonctionnent comme ça. Où c'est une durée max, c'est 6 mois ou 1 an maximum, et après on change la personne d'endroit. Nous, on ne fonctionne pas comme ça parce qu'on considère qu'envoyer une personne ailleurs alors qu'elle n'a pas réglé ce pourquoi elle est là, c'est vraiment synonyme d'échec et ça peut être très difficile à vivre. Donc, on a des personnes qui peuvent rester 10 ans, par exemple.
Mm. Mais c'est très rare. C'est vraiment dans le cas, voilà, nous on a une personne âgée en tout cas qui est là depuis 10 ans parce que elle n'a pas de motif de régularisation pour l'instant qui fonctionne. C'est très malheureux parce que c'est une personne qui est très âgée, qui commence à être en fin de vie et qui a de multiples douleurs, de multiples pathologies, mais à la PrEP et surtout à la PrEP du 93, ça passe pas. Mais du coup, pour qu'une personne reste 10 ans, des mois et des années, il en faut des mobilos, des modulaires. C'est quoi Et votre... nous, Enfin, on a une possibilité d'accueil de 70 personnes ouais, sur 14 modulaires. ok. Voilà. Après, c'est vrai qu'il y en a qui partent plus vite. Ça va être, par exemple, bon, on a certaines personnes où on va les voir arriver, on va savoir qu'elles vont partir vite parce que c'est pas adapté pour elles, par exemple. Si Ok. c'est pas adapté, par exemple, une femme qui va être victime de violences conjugales dans son climat familial, nous, on est une structure qui n'est pas forcément la plus adaptée parce qu'elle n'est pas la plus sécurisée. Alors, en pratique, on est très présent et du coup, c'est pas gênant. Mm. Mais si on peut, on la réoriente ailleurs parce que ça peut être très insécurisant pour elle, vers des structures réservées ou plutôt prédestinées parce qu'elles ont un accueil en H24. Nous, on est là que de 9h à 20h avec un gardien le soir, mais un gardien qui n'a pas forcément les compétences. Enfin, c'est du gardiennage, c'est plus Ouais. du social à partir de 20h. Donc, une personne qui va avoir une grosse crise d'angoisse à 3h du matin, bah, personne ne pourra la gérer. Ok. Ouais. Il y a pas mal de... Alors, il y a quelques questions dans le chat. Monsieur J qui demande combien de mètres carrés le modulaire. Alors, c'est 10 mètres carrés par chambre et la cuisine doit faire à peu près pareil. Donc, ça doit être à l'œil à peu près 5. Non, j'abuse. Je crois que c'est 60 mètres carrés, 60 ou 70 mètres carrés un modulaire de 4. Je crois. Hein. Ok. Et est-ce que... Donc là, il y avait des questions sur les cuisines. Si c'était des cuisines communes. La cohabitation des kitchenettes, ça se passe comment? Bah, ça fait partie des limites hein, de l'accueil, parce qu'étant donné que du coup, on est sur de l'accueil en collectif, hein, pour la plupart, on a deux familles, on a deux grandes compositions familiales qui ont un modulaire pour elles, mais pour les autres, il faut gérer les embrouilles, parce que souvent, c'est des embrouilles qui partent de rien, c'est tu as laissé ta casserole sur la table alors que moi, je vais cuisiner, ou tu as mis ton pull sur le radiateur. Une fois, il y a une dame qui est venue nous voir en me disant elle a mis son pull sur le radiateur, j'en peux plus. Donc, bien souvent, c'est qu'il y a autre chose derrière. C'est pas une Mhm. histoire de pull sur le radiateur, mais il faut y aller. Il faut dire bon, voilà, moi, si je suis là pour gérer un pull sur le radiateur, je m'en vais, d'accord, parce que vous êtes assez grande. Enfin, là, c'était une femme qui avait 40 ou 45 ans, je crois, avec une autre dame qui avait une trentaine d'années. Je leur dis voilà, si c'est pour régler une histoire de pull, moi ça ne m'intéresse pas, ça ne me regarde pas. Par contre, s'il y a quelque chose à régler, venez, on s'assoit, on discute, on prend un café. Mais voilà, il faut aussi savoir des fois dire là par contre non, c'est trop. Parce que des fois, ça va être des petites embrouilles de rien du tout et qui vont mettre du coup une super sale ambiance dans les modulaires. Et entre adultes, honnêtement, voilà, moi quand c'est entre adultes, je leur dis voilà, vous voulez vous crêper le chignon, libre à vous, vous gâchez vos journées. Il n'y a pas de souci. Si on n'arrive pas à le régler au long terme, on trouvera d'autres solutions, changer de chambre et tout ça, mais c'est des choses qu'on évite aussi parce que ça peut amener à penser à du favoritisme, à être un peu difficile à comprendre pour d'autres familles. Mais par contre, quand il y a des enfants, je leur dis par contre, vous faites un effort. C'est vous les adultes, les enfants, ils n'ont pas à vivre des conflits. Donc oui, c'est une situation qui est compliquée. Hein. Il faut se l'avouer, il faut accepter de dire aux personnes que bah non, en fait, dans la vie, en général, on ne vit pas comme ça. Et forcément, c'est difficile, ça implique de petits, voire de gros conflits des fois. Mais il faut faire avec et il faut surtout faire en sorte que les enfants vivent le mieux possible cette période de transition qui peut parfois être longue. On a une famille de 4 enfants, ils sont là depuis 6 ou 7 ans déjà. Parce que Ok. réorienter une famille de 6, c'est très difficile. Il faut trouver de la place et ou un logement. Et voilà, je ne sais pas si vous êtes au courant du logement en Ile-de-France, mais il faut 10 ans pour avoir un logement social en Ile-de-France. Donc, D'accord. il y a des personnes pour qui c'est vraiment compliqué de trouver un logement. Il y en a certaines, ça va aller très vite. Hein. Il y a des personnes qui ont de la chance qui partent au bout de 4-5 mois, pour lesquelles on va pouvoir mettre en route un accompagnement. Donc, notamment, souvent, on met en place quand même soit un accompagnement psychologique au CNP, soit on propose aux personnes, parce que c'est des personnes qui ont vécu des choses difficiles dans leur vie. Enfin,
après, ça, c'est mon point de vue. Moi, je considère que n'importe qui, que tout le monde dans sa vie a besoin, à un moment ou à un autre, d'un avis psychologique et d'une aide psychologique, euh, peu importe d'où elle vient et ce qu'elle a vécu. Donc, je me dis qu'en ayant vécu des choses difficiles, ça peut être que un plus. Donc, on propose. On n'impose pas aux gens, mais on propose en général un accompagnement au CNT du coin. Et on met en place, quand c'est des personnes qui viennent d'arriver, des primo-arrivants, tout le côté médical pour les adultes. Ok. Après, pour les enfants, ça, du coup, c'est plus mon rôle. On va mettre en place l'école, la crèche, si c'est possible, et si ça intéresse la personne. En général, les personnes qui n'ont pas de papier n'ont pas accès aux crèches, donc on les dirige vers les lieux d'accueil parents-enfants, dans les maisons de vie, ou ça dépend, des fois ça s'appelle des MJC, des fois c'est des maisons de vie sociale, mais c'est des tiers-lieux en fait où ils accueillent les parents et les enfants pour des temps d'atelier, parce que ça, c'est pas... faut pas être allocataire. En fait, il y a certaines choses pour lesquelles il faut un numéro allocataire. La crèche notamment. Donc, voilà, une femme, même si elle travaille au black, elle ne pourra pas mettre son enfant en crèche tant qu'elle n'a pas de papier, parce qu'elle n'a pas de numéro allocataire et du coup, la crèche ne pourra pas l'inscrire. Donc, c'est des limites auxquelles il faut qu'on fasse face aussi. Et du coup, toi, parce que c'était une question qu'on avait aussi dans le chat, toi, tu vas réorienter vers des EAGE ou des LAEF. C'est pas toi, c'est pas les EGE qui s'occupent de l'accompagnement des jeunes enfants. Non, je n'ai pas l'agrément. Donc, je ne peux pas sortir sans les D'accord. parents. J'aimerais bien faire une demande d'agrément, ça fait partie de mes projets. Mais par exemple, il y a quand même de l'accompagnement dans les modulaires, etc. Voilà, tout à fait. Il va y avoir de l'accompagnement aux soins, de l'accompagnement au repas, comme pourrait le faire une GE qui travaille en PMI, par exemple, et qui va à domicile. Donc, nous, on va à domicile régulièrement. Il va y avoir des accompagnements, des sorties culturelles aussi. On va à la médiathèque, on va à la piscine, on peut faire des voyages aussi. On a fait un voyage à Center Park l'année dernière, c'était très bien. Mais, T'en connais un EGE en PMI? Parce que ça fait 3 ans que je cherche pour un live. non. Et voilà, le truc demandé, c'est impossible à trouver. La PMI où je suis, c'est qu'il n'y a que des sages-femmes dans la PMI qui est dans le coin de chez nous. Désolée. Encore raté. Donc, on nous disait, monsieur, il nous disait la base du lien social, les cuisines partagées. D'ailleurs, monsieur J, si t'es encore là, note-le. Une cuisine partagée pour une petite idée pour le social crew, ça peut être pas mal. À quand les régimes alimentaires? Et quand les régimes alimentaires sont différents, donc là, on repart sur les kitchenettes, désolé. Et ben, j'imagine aussi, il y a aussi la barrière de la langue aussi, parce que tu dis qu'il y en a qui viennent d'Afrique, etc. Donc, ça doit être la grosse galère parfois pour communiquer. Alors, il y a des personnes qui ne communiquent pas du tout entre elles. Il y a des personnes qui communiquent en français. Il y a des personnes qui peuvent communiquer des fois dans leur langue natale, parce que en vérité, sur les groupes, enfin sur le groupe complet de 70 personnes qui sont accueillies, donc adultes et enfants, il y a souvent des communautés qui se retrouvent. Oui. Et comme je te le disais tout à l'heure, en fait, la plupart, c'est quand même des communautés qui sont francophones. Oui, d'accord. De pays qui sont francophones. Okay. Donc, il va pas parfois y avoir des petits soucis de compréhension, parce que en fonction des dialectes et tout ça, il y a certaines expressions qui changent. Mais en vérité, on arrive toujours à se comprendre avec les personnes. C'est très très rare qu'on n'arrive pas à communiquer du tout. Après, des fois, ça passe par un traducteur quand il y a, mais c'est surtout quand il y a des recadrages et tout ça. En vérité, quand ça se passe bien, on arrive à communiquer. C'est que s'il y a un gros blocage, que là, on a besoin vraiment d'avoir un traducteur pour avoir les mots justes et les bons termes au bon moment. Ça demande plus de... Mais justement, oui, il y avait une intervention intéressante, c'est-à-dire qu'on appelle ça centre d'hébergement d'urgence. Et monsieur J disait 6 ou 7 ans, on n'est plus dans l'urgence là. Si tu parlais des enfants, ça fait 6 ans qu'ils étaient là. Ah c'est clair. Qu'est-ce qu'on appelle une urgence du coup, finalement? C'est pour ça que je disais nous, on fonctionne plus comme un centre d'hébergement et de réinsertion sociale. Parce qu'en fait, l'urgence, c'est quand on accueille des personnes. Mais après, il y a de nombreuses familles qu'on accueille qui ne sont plus dans l'urgence depuis longtemps. Qui sont dans les démarches, dans la régularisation. Une fois que la régularisation est passée, on va être dans les démarches de santé. On va être dans les démarches sociales. Qu'est-ce que vous aimeriez faire? Voilà, on va partir sur la base, ça va être la régularisation. Parce que c'est la base de tout, en fait. Et une fois que la personne va être régularisée ou non, là, on va pouvoir accompagner sur
le social, la CPAM, la CAF, tous les trucs un petit peu redondants et qu'on n'aime pas trop faire. Honnêtement, moi, j'aime pas trop faire ça. Quand Ouais. je préfère partir à la médiathèque avec mes enfants. Honnêtement, les parents, c'est plus sympa pour moi. Et je laisse ça aux assistants sociaux qui sont là à côté de moi. Il faut chacun choisit sa formation. Hein. Moi, j'ai choisi UJE, donc c'est vrai que je fais un peu de démarche administrative papier pur et dur, notamment pour ce qui est lié aux enfants. Oui. Les écoles, notamment, les crèches, les LAP, les partenaires, que ce soit, ça peut être PMI, mais ça peut aussi être, comme je disais tout à l'heure, des CMP, parce qu'on a des enfants aussi, du coup, des fois, qui ont vécu de gros traumatismes, hein, soit étant plus petits, soit qui ont vécu toujours en centre d'hébergement d'urgence, et pour qui c'est pas forcément simple, hein, parce qu'ils voient à l'école d'autres enfants qui n'ont pas du tout la même vie qu'eux. Et ça demande aussi beaucoup de verbalisation auprès des enfants. Parce que c'est vrai que là, je ne me suis pas centrée encore. C'était vraiment un topo un peu général. Mais les enfants qui vivent en centre d'hébergement d'urgence, il faut comprendre que c'est pas du tout facile pour eux. Ouais. Aussi bien. Parce que donc là, il y a une trentaine d'enfants. Donc la moitié de l'effectif, c'est des enfants d'âges différents. Il y a des enfants qui ont donc là, les plus petites, elles ont 5 mois actuellement. Et les plus grands, ils ont 17 ans. Donc c'est un groupe qui est hyper hétérogène. Avec, heureusement, il y a des petits groupes d'âge qui se forment. Il y en a qui ont 5-6 ans, donc ils vont être plutôt ensemble, 9-10 ans. Mais ils peuvent parfois être mis de côté aussi à l'école. Donc, il faut beaucoup discuter ça parce qu'ils ont l'intérêt d'être ensemble. C'est ça. Ça, c'est bien parce que le fait qu'ils soient ensemble, déjà, ils sont entre guillemets jamais seuls. S'ils ne se font pas de copains à l'école, ils ont quand même les copains du centre d'hébergement. Mais d'un autre côté, l'école, ça les exclut un petit peu. Du fait qu'ils soient toujours ensemble, ils ne vont pas aller se mêler aux autres groupes d'enfants à l'école et ça peut parfois être compliqué. Il faut parfois gérer des conflits, des grosses tristesses, hein, des gros chagrins sur des enfants En général, c'est quand ils rentrent au CP. À la maternelle, ça se ressent pas trop, mais au CP, les enfants, ils sont pas gentils entre eux. Et ça arrive qu'il faille, qu'il faille gérer des ouais, mais moi, on m'a dit, ta maman elle est à la rue, et qu'est-ce que ça veut dire, et je sais pas ce que c'est. Donc, ça demande beaucoup, beaucoup de verbalisation. Des enfants qui vivent aussi qui vivent aussi avec des parents qui ont parfois des maladies, qui ont parfois des maladies graves à gérer, et tout ça, c'est des enfants qui, si on les accompagne pas beaucoup, beaucoup, ça demande un accompagnement qui est quand même très ancré et très profond. C'est des enfants qui peuvent vite être très, très tristes et voire tomber dans des dépressions. Ça peut être très, très, très difficile. Et du coup, quand ils partent à l'école ou au lycée ou ailleurs, est-ce qu'il y a un travail de communication entre vous et le milieu scolaire? Ah oui, oui, on a des réunions au moins 2 ou 3 fois par an avec la directrice pour voir, parce que après, l'école où on est à côté, ça va, ils vivent moins ce truc-là parce que en fait, il y a beaucoup de centres d'hébergement d'urgence et du coup, la population est assez homogène dans cette école-là. Donc, la maîtresse trouvait que c'était dommage. Moi, d'un côté, je trouve que c'est pas mal parce que les enfants, ils s'y retrouvent un petit peu quand même. Ils arrivent à du coup trouver des pères qui leur ressemblent et ça leur fait du bien de savoir qu'ils sont pas seuls dans leur situation. Hein. Et Souvent, pardon. non, non. Et est-ce que pour justement, tu disais 17 ans et après 18 ans, ceux qui deviennent adultes et qui veulent partir sur voilà, une filière, apprendre un métier, etc., ils vont pas aller dans la rue dès qu'ils sont majeurs. Enfin, est-ce il y a quelque chose qui est mis en place aussi pour les accompagner dans leurs études ou dans ce qu'ils veulent faire plus tard ou... Pareil, mais en fait, ça va être. On va vraiment être attentif à chaque personne et chaque enfant. C'est-à-dire que, ok, il y a un bloc famille, mais dans un bloc famille, il y a plusieurs personnes qui ont différents besoins. Donc, par exemple, si je vois l'année dernière, on a un enfant qui a eu 17 ans, donc un jeune, hein, qui a eu 17 ans et qui est venu me voir en me disant ah, mais j'ai fini le lycée l'année prochaine et tout, je ne sais pas quoi faire et tout ça. Donc, je l'ai reçu en entretien, tout seul, sans sa maman. Après, on l'a revu avec sa maman aussi, voir ce qu'il voulait faire en fait. Et puis, on lui a trouvé plusieurs types d'apprentissage. On lui a demandé s'il voulait, donc parce que sa maman voulait absolument qu'il aille, qu'il reste en général, et lui, il voulait pas. Donc, ça demande aussi beaucoup
beaucoup de discussions dans certains établissements qui n'auraient pas forcément lieu. C'est-à-dire qu'en EAJE, on ne se pose pas la question de l'avenir de l'avenir du jeune pour lequel sa maman veut qu'il aille en général et qui lui veut aller faire un apprentissage Mm, professionnel. mm. C'est là que c'est très enrichissant aussi d'être en centre d'hébergement d'urgence. C'est que vraiment, dans le quotidien, les journées ne se ressemblent pas du tout. Ah, d'ailleurs, j'ai oublié de te poser une question, mais d'un coup, elle me vient. Comment tu as trouvé ce poste? Parce que j'ai l'impression que c'est pas facile de trouver d'autres postes quand tu es éducateur de jeunes enfants que la crèche. Et on dirait que c'est un petit peu au petit bonheur la chance où souvent on répond à des annonces d'éducateurs spécialisés, etc. Comment t'as fait pour trouver ce poste-là? Et bah là, pour le coup, moi j'ai une chef de service qui cherchait une éducatrice de jeunes enfants. Donc j'ai eu de la chance. Il faut dire ce qu'il est. J'ai D'accord. eu de la chance, j'ai postulé c'était sur Staff Social. Et du coup, elle cherchait vraiment une éducatrice de jeunes enfants parce qu'elle avait observé que les enfants en avaient besoin, qu'il y avait qu'il y avait des manques, que les éducateurs spécialisés, ils étaient beaucoup plus dans les démarches écrites Oui. que dans l'accompagnement dans le quotidien, en tout cas dans cette structure-là, et qui manquait quelque chose en fait. Et du coup, j'ai eu de la chance, mais c'est vrai qu'il ne faut pas hésiter à postuler sur les autres offres, hein, parce que souvent, quand nous, dans notre structure, on fait des offres d'emploi, on met ES ou ANT ou CESF, mais si une JE postule, on ne lui dira pas non, hein. D'accord. C'est ESF aussi. C'est vrai qu'on n'en parle pas souvent. On parle souvent d'EduxP, mais Il on faut penser pense à pas. postuler si vous avez envie de travailler dans ce type de structure. Il faut penser à postuler sur d'autres postes que les vôtres. Parce C'est qu'en vrai, fait, tout ce qui est social. on est des Ouais, vieux, mais on est aussi des travailleurs sociaux et on a le droit d'avoir des postes ouverts aussi. ouais. Faudrait que je le note, ça, parce qu'il est, même si c'est ESF, voire ASS, quand on veut partir sur des trucs comme C'est ça. ça. Faut pas hésiter. D'ailleurs, c'est qui peut me répondre dans le chat, c'est quoi des meilleures boîtes d'intérim quand on est JE? Si vous pouvez me les noter, parce que ça m'intéresse. Quelqu'un m'a posé la question et je me rappelle plus, justement, la staff santé, mais il y en a d'autres. Je me rappelle plus. Les boîtes d'intérim, tu sais. Je sais plus, Moi, je sais pas du j'ai tout. oublié. J'avoue Ça que date. Ça fait longtemps que j'ai pas cherché d'emploi. moi aussi, j'avoue. Euh, Fée Chaussette, c'est moi. Donc, Fée Chaussette, c'est elle. Nous pose comme question, là, on est parti sur l'accompagnement, la parentalité. Mhm. Donc, comment tu accompagnes la parentalité lorsque justement les valeurs éducatives sont un peu contraires à celles contraires entre guillemets, à celles qu'on retrouve en France. Donc, elle pense surtout aux châtiments corporels qui sont parfois ancrés dans les valeurs éducatives, suivant les cultures et interdites en France notamment, du coup. Alors voilà, en fait c'est là que c'est très intéressant. Dans la question, il y a déjà la réponse. En fait, moi, je me fie au cadre. Euh, déjà, je leur fais quand même mon speech sur le fait que la violence, c'est horrible pour un enfant, hein, en leur disant bien que de toute façon, un enfant, il n'apprend pas quand on lui tape dessus. De toute façon, elle n'existe pas. Ah bon? Le fait que ce sont des fois des pratiques qui sont ancrées, et que ce soit en France ou ailleurs, hein, malheureusement, moi, j'ai pas eu de. Enfin, ça peut arriver dans toutes les familles, la violence. Et les châtiments corporels, en fait, c'est non. On discute avec tout, il n'y a pas de souci, on peut en discuter pendant des heures. Mais par contre, si les personnes elles n'entendent pas au bout d'une demi-heure, trois quarts d'heure de débat et qu'on se fatigue, qu'on tourne en rond, oui, mais chez nous on fait comme ça, oui, mais la famille fait comme ça, c'est en fait en France c'est interdit donc vous ne faites pas ici. Et Ouais. en général, les personnes, elles l'entendent parce qu'on l'explique avec d'autres arguments. On va leur dire que c'est difficile pour le développement des enfants, que déjà les enfants, ils n'ont pas une vie facile ici. Et en plus, ils ne peuvent pas compter sur leurs parents, bah, c'est encore plus difficile. Quel exemple on donne à son enfant quand on lui tape dessus de régler un problème? Comment est-ce qu'il va régler le problème l'enfant plus tard? Bah, il va taper aussi. Ah bah oui, mais non, j'ai pas envie qu'il tape. En général, c'est comme ça. Ah bah non, mais lui, il n'a pas le droit de taper. Je dis bah vous non plus. Voilà. Mais Comme en ça, c'est général, c'est entendu. Mais il y a une fois où je me suis vue dire, par contre, en fait, c'est non. Donc, vous avez des arguments que moi, je ne trouve pas viables parce que je ne supporte pas la violence, certes. Vous avez vos bien. arguments, j'ai des arguments. On n'est pas d'accord, mais ici, la violence, c'est non. C'est comme ça. C'est quelque chose sur lequel on peut pas lésigner parce que, en fait, il faut des limites. Ouais. Il faut des limites et il y a parfois de jeunes parents pour lesquels les limites c'est compliqué. Donc en fait
on va avoir, au niveau des types de parents qu'on va retrouver en centre d'hébergement d'urgence, on va avoir le tout ou le rien. On va avoir le parent qui ne met pas du tout de cadre parce qu'il sait que son enfant vit en centre d'hébergement d'urgence et que c'est difficile pour lui. Et du coup, à qui il va falloir expliquer là, par contre, il faut que vous disiez non. Je sais que c'est difficile, je sais que vous n'avez pas envie, mais là, par exemple, s'il va jouer dehors à 22h alors que la grille est ouverte, ben, en fait, c'est dangereux. Il est en danger, donc c'est non. Et d'autres, du coup, pour lesquels le cadre et les limites, ça va être le plus important et qui vont tenter d'avoir recours au châtiment corporel qui n'auront pas lieu du coup chez nous, parce que sinon. et en fait, à la moindre suspicion, on accroît l'accompagnement à la parentalité. C'est-à-dire que si dans l'espace commun, il va y avoir des brimades verbales ou des façons de parler qui ne sont pas du tout correctes aux enfants, déjà on va reprendre directement, pas devant les autres. Hein. On fait toujours ce genre de recadrage, on le fait toujours en privé parce que c'est humiliant. Enfin, c'est humiliant pour un parent. Un parent, même si sur le fond il a tort, il ne mérite pas qu'on le brime comme ça. Ce serait reproduire le même schéma. Donc, on leur dit par contre, voilà, il faudrait qu'on se parle et tout ça. En parallèle, je parle aussi avec les enfants seuls pour voir comment ils se sentent. Parce que souvent, c'est des enfants qui ne parlent plus. J'ai une petite fille qui ne parlait pas du tout. Elle parlait pas et je ne comprenais pas pourquoi. Et une fois, j'ai vu sa maman la disputer et du coup, je me suis dit, il faut peut-être que je lui parle. Je suis allée voir la maman et la maman, butait, qui n'entendait pas du tout. Ouais, mais c'est comme ça qu'on fait, il faut les éduquer, les enfants, vous ne savez pas, nanani, nanana. Et donc, du coup, là, je suis allée voir la petite et effectivement, la petite n'allait pas bien du tout. Donc, c'est important de se dire aussi que c'est dans c'est le genre de poste où on peut aussi dépister des violences et où il faut y faire très, très attention. Est-ce que justement, il y a des cas où ça peut se passer où, donc tu disais, on peut accueillir des personnes, on voit que... Oula, vous m'entendez là? Oui. Voilà, c'est horrible. Des cas où on se dit, finalement, le CHU, c'est pas ce qui leur convient, donc on stoppe. Est-ce qu'il y a des cas où justement, il a fallu stopper un accompagnement parce que on s'est rendu compte que la famille, soit le parent, il y avait trop de violence, soit, je dirais pas, le méritait pas, mais il n'y avait pas possibilité et du coup, on arrêtait quoi. Alors peut-être dans d'autres centres d'hébergement d'urgence, je ne vais pas m'avancer sur d'autres endroits, mais nous, ce n'est pas des choses qui arrivent en général. Ça arrive que le centre d'hébergement d'urgence ne soit pas du tout adapté dans le cas où il y a des pathologies psychiatriques. Oui. Cependant, une personne qui n'a pas le temps avoir accès à une structure spécialisée si elle n'a pas de... En fait, généralement, c'est des pathologies qui vont être liées à de la psychose et tout ça, et du coup, il n'y a pas de place pour eux en établissement spécialisé. Donc, on n'a pas le choix de faire avec. Donc, on propose un accompagnement accru. On donne les médicaments matin, midi, soir. Enfin, on donne les médicaments. On accompagne les gens à prendre leurs médicaments. On leur dit par contre, viens le prendre avec moi au bureau. Comme ça, je sais que tu l'as pris. Parce que c'est des personnes qui peuvent, pour lesquelles ça peut être dangereux. Mais la plupart du temps, honnêtement, l'accompagnement est compliqué au début. Pour les personnes pour lesquelles c'est la première structure d'accueil. Parce que, en fait, les travailleurs sociaux sur le dos toute la journée, moi non plus, je ne supporterais plus, quoi. Moi aussi, ça me ferait trop bizarre d'arriver dans un établissement et de me dire, je suis obligée de me les cotiner tout le temps, quoi. Je suis jamais tranquille. Alors déjà, j'ai des voisins que j'aime pas forcément. Et en plus, j'ai des professionnels qui vont parfois me taper sur les doigts parce que je brille mon enfant, qui vont me dire ce qu'il faut que je fasse. Enfin, en fait, je pense que du moment où on est dans une posture de compréhension, ça passe toujours. Il faut se dire que, en fait, n'importe qui pourrait être à la place des personnes qu'on accompagne, et nous inclus. Et du coup, quand on part sur ce genre de positionnement, ça peut que aller. En fait, on les comprend, les personnes, et elles comprennent qu'on les comprend. Même si on vit pas ce qu'elles vivent, donc on les comprend dans une mesure de compassion et d'empathie. On les comprend pas dans le sens où on l'a vécu. D'accord. Excuse-moi, j'ai deux chats l'un après l'autre qui veulent subitement sortir. Et donc, je leur ouvre la porte, alors que d'habitude, ils sont tout à fait calmes.
C'est la journée, je pense. C'est la journée. Le son ne fonctionne pas, donc je suis obligée de prendre des écouteurs. Et là, j'ai les chats qui refusent d'être les mascottes de ce live pour une fois. Voilà, ça y est, j'ai terminé. Oh là là. Mais les chats, c'est une catastrophe des fois. Ouf, alors, Donc non, ça maman. n'arrive pas en fait. En général, on arrive toujours Oui. à accompagner les personnes vers les structures les plus adaptées parce que aussi des fois, il faut se dire on n'est pas des pros pour tout. Hein. Moi, je suis pas psychologue et une psychologue, elle fera mieux son travail que moi. Pour ce qui est de la psychologie, quand il y a besoin d'accompagnement médical, c'est pareil. En fait, on délègue aux professionnels du réseau qui sont plus à même de le faire. Et même pour la protection de l'enfance, ça arrive qu'on peut demander des fois à avoir un accompagnement judiciaire. Oui. Et justement, dans l'équipe, quand tu dis on délègue, vous êtes combien d'éducatrices de jeunes enfants et c'est quoi les autres professionnels qui travaillent avec toi? Ah, je suis. Donc, j'espère que celle qui est en congé parental avec moi, qui est là pendant que je suis en congé parental, pourra rester quand je reviens, mais je ne pense pas. Elle est EGE aussi? Elle est aux yeux Parce aussi. qu'il y en a qu'une sinon? Sinon, il n'y en a qu'une, oui. Et Pour 70 familles. 70 personnes. Personnes, pardon. Mais Oui, c'est déjà moins. il y a un grand problème, c'est que on ne peut pas faire de l'accompagnement individualisé autant qu'une personne qui travaille en PMI avec 3 familles. C'est pas possible. D'accord. Mais par contre, ce qu'on peut faire, c'est travailler en équipe parce que dans l'équipe, on a du coup on a 3 CESF, Ok. 2 auxiliaires socio-éducatifs, dont une qui est AES. Donc CESF, si vous savez pas ce que c'est conseillère économique, sociale et familiale. Voilà. Et du coup, AES, accompagnant éducatif et social. Ouais. Et 2 auxiliaires. Donc, auxiliaires qui ne sont pas formés, mais pour le coup, qui s'occupent de la petite maintenance, du quotidien et tout ça. Et qui peuvent aussi nous donner de gros coups de main des fois parce qu'en fait, l'humain, c'est tout le monde. Hein. Quand Ouais, ok. Du moment, on est une équipe et c'est ce qui nous sauve, en fait, dans le quotidien. Je suis la seule vieux. Et t'es Mais à temps plein? Tu bosses les week-ends aussi, les soirs, les nuits? Comment ça se passe? non, j'ai de la chance. Je suis à temps plein, mais on bosse sur une amplitude horaire de 9 à 20 heures. Donc, je vais faire soit 9-17, soit 13-20. Et la nuit, il y a des veilleurs ou comment ça se Et passe? la nuit, en fait, il y a des. Peut-être que ça a changé parce qu'on était en train de le réfléchir quand je suis partie en congé, mais il y avait des veilleurs le week-end. Ok. Des veilleurs. De base, il y avait du gardiennage, et au final, c'est les auxiliaires socio-éducatifs, donc l'AES et un des auxiliaires, qui font maintenant le samedi soir et le dimanche soir, de Ok. 9 à 2 heures. Là, je suis en train de réaliser que j'apprends plein de trucs depuis que je fais les lives ce mois-ci. C'est génial. J'apprends des nouveaux mots en plus parce que veilleur, j'avais jamais utilisé ça. Attends, parce que tu m'as dit prends un chargeur. Je me suis dit j'ai 50%, je vais pas prendre de chargeur. Ah, eh ben moi, après, il faudra que je fasse le choix entre le câble du chargeur et le câble du son, hein, les gars. Dans pas très longtemps, on va être bien. Je vais me brancher là. On va refaire le test sans le micro pour voir si c'est pire qu'au début ou pas. Tiens. Vous allez me dire si vous m'entendez ou pas. Ça résonne encore. Résidu ou ça? On n'entend rien du tout. Ah, c'est caca. Ouais, c'est pas ouf. Alors attends, excuse-moi, hein, je fais un peu de déménagement pour pouvoir passer le chargeur. Il va falloir que je règle ça avant le live de mardi prochain avec Mélie qui se passe en UEMA. Si je te mets là, est-ce que ça va? Hop. J'essaie de te mettre sur la chaise haute. Je sais pas ce que ça va donner. Pourtant, mes stories aujourd'hui, elles ont marché, les amis. Alors pourquoi ça n'a pas marché pas là? Bon, c'est bizarre. Plus aussi centré que tout à l'heure, mais ça fera l'affaire. C'est parfait. C'est très bien. Moi, je me demandais, du coup, concrètement, quand tu te lèves le matin, c'est quoi tes actions quand tu arrives? Tu fais quoi, même si les journées ne se ressemblent jamais, mais une petite journée type pour toi, quand tu arrives, je fais ça. Quand j'arrive, je fais ça. Quand je repars, je fais ça. Alors, moi j'ai un gros problème, c'est que si je suis pas organisée sur ma semaine, je me perds, je fais tout et n'importe quoi. Donc j'arrive le lundi matin, je fais un planning avec les actions que je vais faire avec les enfants. Je me pose toujours un temps pour aller dans les modules.
Donc, en général, j'y vais avec mes collègues. On essaie d'y aller à plusieurs, comme ça, on voit comment ça se passe. On fait un petit tour. Après, ça, on le fait aussi de manière spontanée. C'est-à-dire que donc dans une journée type, je dis le lundi matin, je fais mon planning pour toute la semaine, les sorties, les trucs et tout ça. Et après, dans la journée, par exemple, en général, après la pause du midi, on va faire un petit tour dans les modulaires. Et puis, on en refait un vers 17-18 quand les gens rentrent du travail. Ok. Voilà. Après, on va être. J'ai un temps, en général, j'ai un temps dans la semaine pour les prépas de projet. Donc, je me pose un temps parce que sinon, je ne le fais pas. Mhm. Et c'est dommage parce que c'est des projets dont on a besoin. Hein, les EJE, il faut penser à prendre du temps pour préparer des projets. C'est important. Un projet, ça ne s'improvise pas. Et sinon, donc on va être voilà, sur des sorties, sur des actions éducatives. Le mercredi, je fais rien au bureau parce qu'en fait, c'est la journée des enfants. Donc, Mhm. le matin, en général, ils dorment. C'est des gros Mhm. dormeurs. Donc, je prépare les activités. Et ensuite, de 13h jusqu'à 20h, si je suis du soir, ou 14h, 20h, ou alors jusqu'à 17h30, 18h, on fait des activités avec les enfants. Donc, ça peut être des activités basiques, hein, comme on pourrait faire en EAJE, type transvasement, type coloriage. Des fois, on fait des après-midi ciné, des fois, on va à la médiathèque. Donc, c'est vraiment une après-midi vraiment que pour les enfants. Mhm. Et après, dans la semaine, je peux recaler des temps en médiathèque ou d'autres temps culturels avec des plus petits. Mais malheureusement, j'en avais pas trop quand je suis partie en congé de maths. Donc, ça me manquait un peu de faire des temps de littérature jeunesse aussi avec les plus petits. Tu les fais, dans le sens, tu les fais à quel endroit, ces moments d'activité? Ah, du coup, ah oui, ça c'est vrai que j'en ai pas parlé. Donc, de base, quand je suis arrivée, tout se faisait dans la salle polyvalente. Sauf que la salle polyvalente, elle fait partie intégrante. Donc, nous, on a un grand modulaire avec des bureaux et une salle polyvalente. En fait, c'est Ok. deux modules accrochés ensemble. Donc, j'ai demandé un module. Donc, maintenant, on a un module de club d'éveil avec Ok. une salle bibliothèque où on met les livres. Il y a un petit coin, des petits canapés, des petits tapis où ils peuvent s'installer tranquillement. Il y a une autre salle où vont souvent les plus grands à partir de 7-8 ans parce qu'ils sont un peu plus, ils sont un peu plus autonomes, donc je les laisse un peu plus en autonomie avec des jeux de société, des coloriages et une autre salle où on va faire en général le goûter et tout ça. Donc vraiment, D'accord. pour le coup, on a l'espace nécessaire avec pas mal de jeux et tout ça. Mais ça, j'aimerais bien que ça change, mais ça se travaille avec les enfants et avec les familles. Pour l'instant, c'est uniquement quand on est là, en fait, quand on est en présence. Ils ne peuvent pas avoir accès à cet endroit-là quand on n'est pas là. J'aimerais bien que ce soit le cas parce que je pense qu'on peut faire confiance aux enfants. Mais malheureusement, des fois, c'est pas possible. Y a pas d'espace bébé? Bah, en fait, on a commandé un tapis qui n'est jamais arrivé sur Amazon. Donc, on a mis un tapis par terre et on fait des espaces de jeu dans la salle où il y a tout ce qui est jeu d'imitation et tout ça. En fait, on se le crée notre espace bébé. C'est des espaces modulaires dans les modulaires. C'est ça. La fée chaussette demande. Ah, j'adore ce pseudo. Et puis j'ai vu qui s'est connecté, Sandra Couverture, à chaque fois, j'adore son pseudo aussi. Est-ce que vous faites des partenariats avec des intervenants extérieurs, comme des artistes, des conteurs, des spectacles, des trucs comme ça? Ah oui, Des événements festifs? ça c'est top. Alors, je vais donner des exemples parce que c'est ce qu'on fait en ce moment. Donc, nous, on a un partenariat avec une association qui s'appelle Rebond, Hmm. une association culturelle. Donc, on a fait tout un projet autour de la photographie et du dessin l'année dernière. Là, c'était super. Et en fait, le photographe, il venait entre 15 et 16 heures. On allait se balader avec les enfants, faire des photos. Et entre 16 et 17 heures, en fait, on revenait et on travaillait un peu sur les photos en ajoutant des dessins dessus, en faisant des collages et tout ça. Donc, on a fait un projet comme ça qui était super sympa. Les enfants, ils ont adoré. On a un projet, mais là, c'est plus un projet global en fait avec la médiathèque. Donc, Hmm. on y va quasiment une fois par mois. Après, on a un conteur haïtien qui est venu une fois, en lien avec la médiathèque d'ailleurs, parce que du coup, la médiathèque, elle a pas mal de cordes à son arc et de partenaires qu'elle nous fait partager. Ça fait partie, en fait, Hmm. ça fait partie de son budget à elle. Comme ça, nous, en fait, ça ne touche pas à notre budget parce qu'on n'a pas beaucoup de budget.
Et donc, ça touche pas à notre budget et les enfants peuvent en profiter. Donc, le compteur haïtien, c'était incroyable. Les enfants, ils ont adoré. Il y avait des chansons, il y avait du tam-tam, on a fait des histoires. C'était trop top. C'était un seul mercredi. Et franchement, si on avait pu le refaire, je l'aurais refait les yeux fermés. C'était top. Après, d'autres artistes. Donc, on a l'association les Lanternes. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Pareil, en fait, c'est durant tout l'été, l'association, elle tourne pour fabriquer des lanternes avec les enfants dans différents endroits. Et ensuite, il y a un défilé des lanternes en fait à Aubervilliers en octobre. D'accord. Donc ça fait partie des projets qu'on fait en général aussi tous les ans. Et là, on aimerait bien mettre en place un projet artistique avec une association qui s'appelle Clé du Sol, mais c'est pas encore fait. Il faut que je les rappelle. Voilà. Alors ça, c'est voilà ce qu'on a entre-temps, mais c'est vrai que c'est vraiment au petit bonheur la chance. C'est qu'on on participe aux réunions partenariales plusieurs fois par an à la ville d'Aubervilliers et en fonction de ce on picore un peu, on pioche un peu ce qui nous plaît et ce qui peut correspondre à notre public dans ces réunions-là. Ah, si, on a un partenariat aussi là avec, avec la ville. C'est pas réellement un partenariat, en fait, c'est un réseau c'est un réseau parentalité et ils font de l'accompagnement à la parentalité sur 12 séances. Je n'ai plus le nom, évidemment, parce que sinon ce serait trop facile. Je me souviens plus comment s'appelle ce truc, mais je sais que c'est un projet incroyable, en fait, avec de l'accompagnement à la parentalité hyper poussé, mais sans être dans de la protection de l'enfance. Ouais. Donc nous, c'était pas adapté sur cette année parce qu'on n'avait pas de parents qui étaient qui étaient mobilisables sur autant de séances. C'est 12 séances. Et mais par contre, on est amené aussi à partager au cours de ces réunions-là pour voir si on a du public qui peut adhérer et tout ça. Voilà. Ça va, vous, en matière de partenariat, vous avez ce qu'il faut. Ah, des encore, hein, je t'ai donné que la base. Après, on a un partenariat avec la fabrique de santé au niveau du médical. On a un partenariat avec toutes les maisons pour tous de la ville. Réinsertion, des choses comme ça. L'insertion, pareil, ça va être soit dans les maisons pour tous. On a Pôle emploi, la mission locale. On travaille beaucoup. Ouais. Oui, il y a pas mal de choses. En termes de prévention aussi, peut-être, il y a des partenariats, comme s'il y a violence conjugale, je sais pas. La sage-femme de la PMI s'en va. Je comptais sur elle pour me faire de la prévention à la contraception parce que c'est un truc qui nous manque beaucoup. Et en fait, elle s'en va. Donc, je vais le faire avec la prochaine qui arrive. J'espère qu'elle s'y attend. Je vais aller la voir. C'est top. C'est top. C'est du coup, dans ta pratique, c'est quoi tes valeurs? C'est quoi qui est important pour toi? Ce qui est dans l'accompagnement parental ou dans l'accompagnement auprès des parents? C'est quoi vraiment les choses qui te tiennent à cœur? Alors, moi, ce qui va toujours ce qui en tout cas, dans cette structure-là, me tient le plus à cœur, ça va être de maintenir le lien parental, toujours, mettre le parent au cœur de sa parentalité, parce que souvent on va avoir tendance à se centrer sur les enfants, un peu que j'y veux, c'est notre travail, c'est sûr, mais en fait un enfant il va pas sans son parent, et on pourra mettre en place tous les accompagnements qu'on veut avec les enfants, faire des accompagnements où on travaille sur la politesse, où on travaille sur le savoir-être, sur le savoir-vivre. Si on ne travaille pas en étroite collaboration avec le parent, ça ne tiendra pas. Parce qu'en fait, au quotidien, ils sont avec leurs parents, les enfants. Donc ça, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, sachant que, en fait, j'ai toujours peur que le parent il se sente délaissé. Donc, ils sont toujours les bienvenus aux actions éducatives et tout ça. Il y a les mercredis, en général, ils ne sont pas présents parce que ça s'est fait comme ça. Mais dans les temps d'action éducative, on sollicite toujours beaucoup les parents. Et après, c'est un peu bateau, mais je trouve que tout le monde, tous les jeux, et puis c'est normal en fait, on est aussi beaucoup porté sur l'autonomie. Mais moi je serais beaucoup plus sur la sécurité affective, surtout dans ce type d'établissement. Bien faire attention que les enfants ils aient ce qu'ils veulent, ce dont ils ont besoin au niveau des émotions et tout ça. On travaille beaucoup sur les émotions. Et parce que je pense que l'autonomie, c'est quelque chose qui vient après. Pour moi, un enfant, il ne peut pas être autonome s'il n'a pas déjà la sécurité affective dont il a besoin. Et du coup, on va beaucoup travailler ça, les émotions, la parole, les temps de parole entre enfants, les temps de parole avec les parents. Et c'est ce qui va faire pour moi la base de notre travail. Parce que après la sécurité physique, pour moi, c'est ce qui est le plus important en fait. Après, en même temps, en fait. Voilà. C'est bon, vraiment.
Exactement, c'est parfait. Je regarde mes petites questions. Vas-y, vas-y. On a pas mal fait le tour. Pour toi, ce serait quoi les qualités requises d'une éducatrice ou d'un éducateur pour travailler dans ce type de lieu? Euh, l'écoute, Hmm. l'écoute et après le sens du travail en équipe, la compréhension, mais surtout l'écoute. En fait, il faut écouter les personnes parce que si on n'apprend pas, si on n'essaie pas de les comprendre, on ne pourra pas les accompagner. Donc surtout l'écoute et ensuite l'observation, beaucoup, beaucoup d'observation et du travail en équipe plus parce qu'on en a besoin. C'est pas un travail au quotidien, ça peut être compliqué de prendre en plein visage la misère des gens. Ça arrive Hmm. que ce soit très dur. Et, euh, et si on peut pas travailler avec l'équipe et se confier à l'équipe, c'est très difficile. Donc un beau sens du travail ensemble aussi. Tout à l'heure, en début de live, tu disais que plus ou moins qu'être un peu trop émotif pour faire ce genre de métier, c'était pas forcément compatible. Enfin, t'as pas dit ça comme ça, mais t'as dit ça avec tes mots. Je pense aussi qu'on peut très bien, effectivement, avoir du mal à gérer ses émotions, mais être tout de même éducateur. L'avantage, c'est qu'on peut quand même, on a une diversité d'actions qui fait qu'on peut travailler dans tellement de lieux différents que bah, c'est quand même possible de s'en sortir, même quand on sent qu'on n'a pas les épaules pour, par exemple, moi, je peux plus travailler avec des enfants malades, par exemple. C'est hors de question. J'ai déjà travaillé à l'hôpital et moi, je le ferai plus, tu vois. Mhm. Mais j'ai beaucoup travaillé en EAJU. Et après, je me dis, avec le temps, tu vois, tout ce qui est centre parental, centre maternel, ça m'aurait énormément plu aussi. Et Mhm. jeune, tu vois, je l'aurais pas fait parce que j'avais pas les épaules et j'avais pas le mental et j'avais pas, et j'étais hyper émotive aussi avant. Enfin, je le suis toujours, mais pas, Bon, mais maintenant, après, avec de, c'est à relativiser, hein, parce que je suis hyper ouais. émotive et hyper sensible aussi, et pour le coup, ça me va plutôt bien, en fait, ça va pour l'instant. Après, voilà, à voir avec le retour du congé parental. Maintenant que j'ai un bébé, peut-être que mes émotions, je pourrais plus trop les ramener à la maison comme avant. Non, mais après, ça fait travailler aussi au niveau de l'accompagnement parental, c'est pas pareil. Après, c'est différent parce Ah, qu'on tout à comprend. fait. Ça y est. Bien On a sûr. vu l'envers du décor, on se dit c'est bon, j'ai compris. Ah, c'est sûr, hein. Moi, je me suis vue dire à des gens, ne dormez pas avec votre bébé, on ne sait jamais s'il s'étouffe. Mon fils, il a dormi qu'avec moi depuis qu'il est né, hein. Oui, bah oui, c'est ça. Donc, Donc c'est on des choses est, qu'on ne dira plus, quoi. on évolue, on évolue dans ce qu'on a vu, dans ce qu'on apprend, dans ce qu'on voit. Euh, et tu parlais aussi au début du live, tu parlais que c'était surtout ouais, tu parlais surtout du centre parental, les difficultés que tu avais rencontrées. Est-ce qu'il y a des familles qui t'ont marqué là, à l'heure actuelle dans le CHU ou vraiment un accompagnement qui a été vraiment top, enfin, qui t'a le plus marqué? Après, enfin, je sais pas si c'est le plus marqué, mais en fait, on est humain, on a tous des affinités. Et moi, je sais qu'il y a une famille, enfin, avec qui il y a plus d'affinités que d'autres. Et en fait, moi, je trouve que c'est ça qui fait le sens de l'accompagnement. C'est le fait qu'on soit humain et qu'on ait tous des affinités différentes qui fait qu'on est de bons professionnels. Pour moi, on ne peut pas mettre de côté le fait qu'on ressente des choses. C'est faux, c'est pas vrai. Et j'ai une famille, donc c'est une maman seule avec sa fille qui a 6 ans, avec qui en fait ça a trop bien accroché. Et, euh, et du coup, bah, c'est une femme qui était très renfermée sur elle-même, qui sortait pas beaucoup et tout ça. Et c'est avec le travail et avec l'attention que je leur ai apporté en fait, qui a fait qu'elle s'ouvre un peu plus et tout ça. Enfin, si il faut créer du lien en fait. On ne peut pas dire qu'on ne crée pas de lien avec les familles, qu'il faut toujours rester professionnel, la distance et tout ça. Je crois qu'il ne va pas falloir que je tarde trop parce que mon Oui, fils aura faim. sur DP. Et voilà. Mais J'espère justement, que j'ai répondu à ta question. oui. Mais fait Chaussette demandait c'est quand on est jeune maman, est-ce qu'on arrive comment on fait pour pas faire de transfert? Et c'est une de ses inquiétudes. Je lui demandais ce qu'elle faisait dans la vie. Je sais pas trop si elle est aussi du métier ou pas. Bah, j'ai pas Mais réussi encore, donc je ne sais pas. voilà, elle a pas encore repris. Euh, c'est toujours une réadaptation après, mais c'est compliqué. Ok.
ok, on va y aller. Nous avons un Désolée. bébé, pas de problème. Nous avons un bébé qui a besoin d'aide. Elle est en reconversion. J'ai été 15 ans assistante maternelle. Ah, mais là, il commence à dire qu'il a quand même faim. Oui. Et ça, papa. Écoutez, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire de ce live. Et le live, vous pourrez le voir en replay aussi sur ma page et aussi sur YouTube quand je l'aurai mis avec les autres. Et nous, on se retrouve mardi prochain pour le dernier live de juin sur Mélie en UEMA, unité maternelle autisme. Voilà, ça va être très intéressant. J'ai hâte. Génial. Voilà. Bah, Voilà. Merci beaucoup. Merci à toi. J'espère que Merci j'ai beaucoup. répondu à tes questions. Oui. Il n'y a pas de problème. Merci à toi d'avoir répondu à mon invitation. N'hésitez pas. Et je vous laisse aller consulter le super article que j'ai écrit en Crèche Emploi sur Crèche Emploi. Vous le verrez en story. Voilà. Moi, je vous fais des gros bisous. Merci à tous. Bon courage pour toi. Bonne soirée. Au revoir à tous. Bye bye.